Propose donc qu'on commence ce premier webinaire d'une session d'octobre qui rencontrera 4. Bon, alors ne vous y trompez pas, hein, le président Garbi n'a pas perdu ni sa carrure ni sa stature, mais il a été appelé à répondre à une actualité bouillonnante et vous avez certainement dû la suivre puisque notamment depuis quelques jours, les interventions ministérielles, voire de Matignon, se succèdent, eu égard à la situation pandémique. Donc, je suis moi Bertrand Sommier, secrétaire général de la FHP, et j'ai l'honneur de le substituer aujourd'hui. Et d'autant plus que vous savez l'attachement qui est le sien à ce rendez-vous social annuel. Donc, soyez tous les bienvenus sur cette session. Bon, l'année a été particulière. L'année 2020 nous a pas permis d'envisager de vous proposer cette journée thématique sociale telle que vous la connaissiez et sur lesquelles, effectivement, c'est particulier. Pour autant, on ne pouvait pas concevoir de ne pas vous réunir pour partager l'actualité sociale du moment et raison pour laquelle on a mis en place un autre format sous forme de webinaires sociaux qui vont s'égrener tout au long du mois d'octobre sur 4 sessions, donc les quatre jeudis du mois d'octobre. L'année 2020, bien évidemment, va rester probablement dans les annales, et ce, à différents titres. Peut-être qu'effectivement, les mouvements sociaux du début de l'année, les gilets jaunes peuvent nous paraître très loin, et pourtant on était bien effectivement en 2020. Le Covid a bien entendu pris le devant de la scène ces derniers mois. Ce virus, ce coronavirus, devrais-je dire, a probablement provoqué une crise sans précédent, probablement rien de tel depuis le dernier conflit mondial. Si on doit s'en référer au confinement des populations, à l'arrêt des activités des entreprises, de l'économie française, voire une grande partie de l'économie mondiale, une mise en tension probablement sans précédent de notre système de santé. Et ce qui est clair, c'est que ce que nous venons de vivre restera probablement sur un long moment encore gravé dans nos mémoires et probablement va emporter des changements profonds dans nos vies, et on y reviendra, mais très certainement également sur nos façons de travailler, dont aujourd'hui il est difficile d'en mesurer l'ampleur. Pour autant, si nous devions retenir quelques éléments plus positifs, me semble-t-il que le Covid a aussi été un révélateur, et en premier lieu un révélateur de la qualité quand même de notre système de santé. Le système de santé français a tenu. Rappelez-vous, dans certains territoires, lorsque nous étions courant mars, où les inquiétudes qui pouvaient être les nôtres d'être capables de faire face à cette vague, telle qu'on a pu l'appeler, malgré ces inquiétudes, ce système-là a fonctionné, il a tenu, et il a permis effectivement de faire face à cette vague épidémique. Pour ce faire, il s'est réorganisé, il s'est adapté, et parfois en des temps records, pour faire face effectivement à cette crise pandémique. Alors certes, tout n'a pas été parfait. Rappelez-vous, hein, toutes les gestions de pénurie que nous avons eu à maîtriser, ou en tout cas à pouvoir répondre. Ça a été effectivement les EPI, et à commencer par les masques, ça a été après les molécules sur les activités chirurgicales. Mais pour autant, cette crise a mis en lumière quand même le courage, l'engagement, le professionnalisme de l'ensemble de nos collaborateurs sur les différents sites. Et plus globalement, je voudrais dire peut-être de tous les acteurs de santé, dont certains ont payé un lourd tribut, on va dire même d'ailleurs le prix le plus élevé. Et peut-être qu'effectivement, en ce début de ce premier webinaire social, faut-il leur rendre hommage en ayant une petite pensée à tous ceux qui effectivement ont payé ce lourd tribut. Je vous disais que la pandémie du Covid-19 a profondément marqué nos modes de fonctionnement. Alors, effectivement, il a fallu déprogrammer, il a fallu même arrêter nos activités, il a fallu réorienter nos professionnels là où le besoin se faisait le plus sentir. Il a fallu mobiliser l'ensemble de nos professionnels, parfois dans la prévision d'eux. C'est en fait l'ensemble du secteur de la santé qui s'est réorganisé pour y faire face. Et
faut-il observer que, fort de cette crise, on a pu faire disparaître, ou en tout cas, on a pu porter une autre mode de fonctionnement, notamment en faisant tomber ce clivage public-privé qui parfois avait été nourri par certains. Donc, après avoir absorbé cette première vague, ben, voilà, nos vies et nos établissements ont essayé de retrouver un semblant de vie normale. Alors, si tant est qu'on puisse effectivement parler de normalité, ou en tout cas, effectivement, une démarche qui est nouvelle pour apprendre à coexister, ou certains disent de vivre avec, pour reprendre un terme politique usité en ces moments, de coexister avec ce virus et de pouvoir nous tenir prêts, et c'est effectivement l'enjeu de ces jours-ci et de ces prochaines semaines probablement, à nous tenir prêts à accueillir les patients qui sont effectivement victimes de ce rebond épidémique. Alors, avant de laisser la main à Guillaume et le soin de vous présenter ce premier sujet, ce premier webinaire, les premiers sujets de ce premier webinaire, je tenais juste à remercier quand même Benjamin et Marie sur le pôle communication de la FHP qui ont permis effectivement ce format un peu nouveau pour garder le lien. Bien évidemment le pôle social, Guillaume, Fabienne, Laurence et Pauline qui permettent effectivement cette session. Et puis surtout, je tenais à remercier l'ensemble des intervenants pour nous honorer de leur présence, pour nous aider un peu à décrypter l'actualité sociale au plan national, mais également sur le plan sectoriel. Et puis, avec un petit clin d'œil appuyé pour les intervenants du jour, M. Arnaud Ribert, M. Gorka Noir et puis M. Franck Sarfati. Merci à vous pour lancer effectivement ce premier webinaire. Et ce temps pour nous, c'est un moment important parce que ce sera le premier d'une longue série, puisqu'on aura effectivement ces webinaires sociaux sur le mois d'octobre. Et puis, nous engagerons sur le mois de novembre des webinaires également sur d'autres thématiques, notamment sur les SIH. Donc, merci à vous de nous permettre effectivement ce temps d'échange. Et écoutez, je vous souhaite de passer à tous un beau webinaire et puis de beaux webinaires à suivre. Je vous remercie de votre attention et puis Guillaume, écoute, je te laisse la main, à toi de jouer maintenant. Bertrand. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce... Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi, et bienvenue pour ce premier webinaire 2020 qui sera consacré, comme tu l'as indiqué, Bertrand, à vos retours d'expérience sur la gestion de la crise Covid. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais juste me permettre de vous rappeler quelques éléments techniques sur votre participation. Le premier, c'est que sur la fenêtre de votre logiciel Zoom, en bas, vous avez deux icônes qui sont l'icône questions-réponses qui vous permet de poser directement vos questions et nous serons ravis d'y répondre, que ce soit le pôle social ou nos intervenants. Et la deuxième icône, vous avez dû peut-être déjà la voir et commencer à l'utiliser pour certaines d'entre vous, qui est l'icône chat qui vous permet d'échanger entre vous, sachant que vous êtes déjà 46 participants à assister à ce webinaire. Sans plus attendre, je vais vous présenter très rapidement nos intervenants avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Arnaud Ribert et Monsieur Gorka Noir, qui sont tous les deux directeurs d'établissement, qui ont le plaisir de participer aujourd'hui à ce webinaire, ainsi que Monsieur Franck Sarfati, qui fait partie de la CAF, qui vont vous faire part de leur expérience dans la gestion de la crise Covid. Monsieur Ribert, vous êtes le directeur de la clinique Les Dragues, qui est un soin de suite et de réadaptation qui est situé au Touquet, une commune côtière du Pas-de-Calais. Et Monsieur Gorka Noir, vous êtes le directeur de la clinique MCO de l'Estrée, qui fait partie de Elsan et qui, elle, est située à Stein, en Seine-Saint-Denis. Vous aurez donc compris qu'au regard de la localisation des deux cliniques, vous allez avoir deux points de vue assez différents sur la gestion de la crise Covid. Alors, première question, messieurs, et je m'adresserai d'abord à Monsieur Noir. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous présenter vos établissements et nous décrire la manière dont vous avez vécu la crise? Bonjour à tous. Donc, la clinique de l'Estrée, c'est un établissement MCO, mais également SSR, de 105 lits de SSR et de dialyse.
qui regroupe en tout 370 lits. Donc, comme vous l'avez dit, il y a deux éléments qui ont été importants durant cette crise. D'abord, notre positionnement géographique. La Seine-Saint-Denis était le département qui a été le plus impacté, à la fois parce que le nombre de lits de réanimation y est insuffisant, et d'autre part parce qu'il y a des populations qui vivent en très grande précarité dans des petits espaces, des familles nombreuses, et une vie communautaire qui est intense. Donc, d'autre part, nous avons le plus gros service d'urgence privé de Seine-Saint-Denis avec 42 000 passages. Ce qu'on peut dire, c'est que le plus marquant, ça a été la brutalité de survenue de la crise. Jusqu'au 15 mars, à peu près, on maîtrisait la situation. À partir du 16, tout avait explosé, jusqu'à, pour nous, plus de 100 passages Covid aux urgences. Le mercredi 18 mars, on a décidé d'ouvrir un service de médecine Covid de 17 lits. On l'a fait un peu en catastrophe le soir. Le lendemain, on a ouvert 17 lits supplémentaires et le surlendemain, on a à nouveau ouvert 17 lits supplémentaires. En 48 heures, on est passé de 0 à 53 lits de médecine Covid. Et durant cette période des 15 premiers jours, ce qui a été le plus difficile, ça a été l'absence de réanimation. Parce que tous les jours, on avait de nombreux patients intubés, que ce soit aux urgences ou dans le service de médecine. On a eu jusqu'à 10 par jour. Et on était dans l'attente de places pour pouvoir les transférer. Le plus compliqué dans cette période, ça a été effectivement l'impréparation qui était liée au fait qu'on avait très peu d'informations préalables. Donc, on a été dans la tornade et pour vous résumer la situation en quelques chiffres, on a eu plus de 2000 passages Covid dans notre service d'urgence durant la période du mois de mars jusqu'au mois de mai. On a eu 144 patients hospitalisés en même temps sur une capacité de 250 patients au maximum. On a eu 300 patients hospitalisés pour Covid, dont 40 en réanimation. Et on a eu près d'une centaine de décès en 2 mois, alors qu'habituellement, l'établissement en compte 180 sur toute l'année. Ça permet de souligner un peu l'ampleur de la crise et l'ampleur de l'intervention que vous avez eue dans cette épidémie. Je vous remercie. Monsieur Ribert, vous, votre établissement est situé au Touquet. Quelle a été l'ampleur de l'épidémie chez vous? Écoutez, je vais également rapidement présenter l'établissement avant de répondre à votre question, Monsieur Audry. Donc nous, effectivement, on est un établissement qui, en termes de taille, est très différent de celui de Monsieur Noir. Donc nous, on est un SSR exclusivement. Donc nous sommes polyvalents avec une très forte orientation gériatrique, donc avec une population qui est particulièrement à risque vis-à-vis du Covid. Donc on s'est senti extrêmement concerné naturellement. En gros, on a 70 équivalents temps plein à la clinique et donc pas de service d'urgence. On ne fait pas effectivement de médecine aiguë, ce qui fait qu'on peut bien entendu estimer qu'on a une situation qui est très différente que celle que M. Noir a pu vivre. Donc nous, comme vous le soulignez, nous sommes dans une ville côtière, on est donc sur la côte d'Opale. La densité de population, évidemment, on n'a rien à voir. Nous, on est plutôt à la campagne, hein. Même si c'est au bord de la mer, du point de vue de la densité, c'est un peu comme la campagne. Les établissements MCO aux alentours ont été malgré tout bien contents de nous trouver comme établissement de repli, mais nous n'étions pas en première ligne. Donc, en termes de chiffres, nos chiffres sont absolument rien à voir et la brutalité que décrivait M. Noir, nous, on ne l'a pas du tout vécu. Pour nous, ça a été au contraire très progressif. Et donc, on a commencé à avoir une première suspicion, parce que souvenons-nous que pendant de très longues semaines, on ne pouvait pas tester. Ce qui fait qu'on devait tous vivre avec, on va dire, uniquement la clinique, voir les symptômes des patients et décréter si oui ou non, aux yeux des recommandations, il fallait considérer le patient comme étant potentiellement porteur ou pas. Donc, pendant très longtemps, et moi j'ai trouvé que cette période était extrêmement longue, il nous a tardé d'avoir des tests. Mais néanmoins, si je fais le contrepoint de ce que disait M. Noir, nous, ça a été très progressif. C'est-à-dire qu'on a eu un premier cas, et puis quelques jours après, un second cas. Encore une fois, on parlait de suspicion. Pareil au niveau du personnel, avec un premier cas où on se pose des questions, et puis il y a certains symptômes qui vraiment évoquent vraiment le Covid. Donc on se dit, bon, cette fois-ci, cette personne a dû avoir le Covid.
Bon, pour vous donner des chiffres, alors on est sans commune mesure avec ce que décrivait M. Noir. Nous, en gros, on considère qu'on a eu à peu près une vingtaine de patients qui ont été concernés. Et sur la vingtaine, il y en a environ une dizaine qu'on a considérés comme étant véritablement porteurs. Au niveau du personnel, on a quelques suspicions et on a aussi quelques cas avérés. Au total, on est en train de parler de 8 à 9 personnes. Voilà. Bon, donc c'est dire effectivement l'écart évidemment entre deux établissements. Il n'en reste pas moins que l'épreuve reste tout aussi entière pour le personnel. Si vous, comme vous me demandiez un peu la manière dont ça s'était passé, je vous dirais que j'ai moi ressenti que tout le monde était sur le pont. J'ai senti vraiment que l'ensemble de l'établissement était concerné. Et je dois vous dire que j'ai été impressionné véritablement par l'implication, le calme et le dévouement du personnel soignant. Je trouve qu'ils ont été véritablement impressionnants. On pourra développer bien sûr parce qu'on est là pour ça, hein, mais en tout cas, voilà, mon premier sentiment, c'est vraiment de leur rendre hommage et de leur dire respect, parce qu'ils rentraient dans les chambres, hein, alors avec des précautions bien entendu, des protections bien entendu, mais ils rentraient dans les chambres et ils ont pris soin de nos patients, une patientèle âgée, extrêmement fragile, et voilà, on a tenu bon. Et voilà, moi c'est vraiment ce que je retiendrai, c'est le plus marquant pour moi. Le reste, bien entendu, est important, mais c'est vraiment ce que je retiendrai de cet épisode. On l'a un petit peu souligné, mais la population française s'est emparée de cette question et a remercié de manière surprenante et spontanée les professionnels de santé chaque soir à 20h tout au long du confinement. Effectivement, on va revenir dessus après au cours du webinaire. Justement, vous évoquiez tous les deux le début de la crise avec des chiffres qui sont très différents, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt de vos interventions, parce qu'on en va avoir deux points de vue vraiment très sur la gestion de cette crise Covid. Alors justement, Monsieur Noir, l'épidémie est venue très rapidement impacter l'activité des établissements, particulièrement en Île-de-France. Mettant certes mis en tension tout le système de santé français. On l'a bien vu entre mars et mai. Comment vous avez dû y faire face? Vous parliez tout à l'heure d'une réorganisation complète en 48 heures. Alors, donc effectivement, sur les services de médecine, on a eu la nécessité de se réorganiser très rapidement pour basculer des activités vers des services de médecine Covid. On a habituellement 75 lits de médecine aiguë, que ce soit de la médecine polyvalente, la médecine cancéro. Entre le Covid et ces activités qui malgré tout étaient maintenues, on est monté au plus fort de la crise à 110 ou 115 lits de médecine. Donc on a été amené à redéployer des activités. On avait actionné le plan blanc dès la fin du mois de février, puisqu'on a eu notre premier cas à la fois dans le personnel et sur un patient dès la fin du mois de février. Et ce qui a été le plus aigu, ça a été les services de réanimation, puisque en fait, fin mars, il y avait 1700 lits de réanimation en Île-de-France, pour une capacité qui est normalement de 1150 à 1200 lits. Donc, on avait déjà largement dépassé nos capacités. Et l'ARS nous a demandé à tous les établissements, puisqu'on avait des conférences téléphoniques quotidiennes, de créer 1000 lits supplémentaires de réanimation en 8 jours. Estimant qu'il fallait à peu près 2700 ou 2800 lits pour passer le plus fort de la crise. Et ils ne se sont pas trompés beaucoup, puisque je crois qu'il y a eu 2750 patients au maximum, avec 250 patients qui sont partis en province. Donc nous, de par le positionnement géographique, comme je l'ai expliqué, et toutes nos activités, il nous a semblé indispensable de créer une réanimation. D'abord pour faire face aux besoins de la population et surtout en interne de fluidifier nos prises en charge. Et ça a été le cas dès qu'on a créé le service de réanimation. Ça a permis d'organiser les choses de manière beaucoup plus fluide.
Alors, ça n'a pas été simple, évidemment. Créer une réanimation ex nihilo en quelques jours, c'est une entreprise qui est titanesque. Donc, nous, on a fait 7 lits de réanimation et 3 lits d'USC, donc supplémentaires par rapport à nos capacités, qui sont 10 lits d'USC habituellement. Et pour être tout à fait clair, je pense que pour un établissement indépendant, c'est une entreprise qui était quasiment impossible. Nous, ça a été possible que grâce au fait qu'on appartient à un groupe extrêmement important. Et donc, on a eu à la fois des arrivées importantes, plus d'une 50aine de collaborateurs qui sont venus de province, que ce soit des aides-soignantes, des infirmières, des cadres ou des médecins. Et puis, on a eu du prêt de matériel, sur tout type de matériel qui sont nécessaires en réanimation. Évidemment, sans tout ça, ça aurait été impossible de monter une réanimation. Il y a un autre point qui a été important et qui a permis en Île-de-France que le système tienne, ça a été le rôle de l'ARS. On a pour habitude de les critiquer largement. En Île-de-France, je pense que la façon dont ils ont fait fonctionner les établissements ensemble, pour des établissements qui souvent se faisaient la guerre depuis des décennies, a été assez exemplaire et tout le monde a vraiment œuvré dans le même sens et il n'y a pas eu de problématique de jalousie malgré, vous savez bien qu'il y a la paix en Île-de-France et que c'est parfois un peu compliqué. Là, vraiment, tout le monde a tiré dans le même sens et ça a extrêmement bien fonctionné. Ça a permis au système de fonctionner. Alors, nous aussi, on a eu des collaborateurs qui ont été fantastiques. Alors, juste pour resituer les choses, nous, on a à peu près 400 salariés et 80 médecins libéraux, et puis une cinquantaine de salariés des coactivités. Donc, sur approximativement 500 salariés ou collaborateurs, il y a eu 80 personnes qui ont été touchées, et essentiellement au début de la crise, quand il a manqué beaucoup de pays. Et malgré tout, pendant toute la crise, on a 80% à peu près des gens qui étaient présents et qui étaient dévoués au bénéfice des malades et qui étaient là parce qu'ils considéraient que c'était leur mission de soignant. Et puis, on a évidemment demandé d'eux beaucoup d'efforts, donc beaucoup d'heures supplémentaires, le fait de supprimer les vacances de Pâques, parce que évidemment, c'était nécessaire que tout le monde soit sur le pont, encore plus avec les arrêts maladie qu'il y a eu au départ. Et ça a été important. On a aussi demandé beaucoup de polyvalence, et là aussi, ça s'est fait sans récrimination, donc les plannings ont été largement modifiés. Il y a les équipes de bloc et de SSPI qui sont allées en réanimation, les équipes d'ambulatoire qui sont allées en médecine, et ça s'est fait vraiment extrêmement naturellement, presque à ma surprise, parce que dans un fonctionnement quotidien, c'est parfois un peu difficile de faire accepter les choses, et là, tout le monde, ça s'est fait vraiment extrêmement naturellement. On avait renforcé la cellule de gestion des lits et des effectifs qui habituellement comptent 3 personnes. On avait mis 2 cadres de plus pour gérer de manière la plus fine possible les effectifs dans chacun des services. On n'a pas du tout fait appel à de l'intérim, ni à renfort RH qui était le système mis en place par l'ARS, qui a plutôt bénéficié aux établissements publics. Mais on peut dire qu'on a fait quand même appel à des cabinets de recrutement extérieurs, particulièrement pour les médecins du service de réanimation. Et donc effectivement, collaboration publique-privée qui a fait sauter la barrière entre les deux. Une implication des personnels extrêmement forte, une adaptation et une réorganisation des plannings qui s'est faite de manière naturelle, entre guillemets, calme et en douceur, même si dans ce contexte épidémique, l'activité a augmenté de manière exponentielle très rapidement. Et vous, Monsieur Ribert, de votre côté, comment s'est déroulée justement l'évolution de votre activité au début de la crise au mois de mars? Alors, moi, je dois vous dire que j'étais vraiment dans l'expectative. C'est-à-dire que j'ignorais, au moment où la crise s'est déclenchée, je ne savais pas où on allait.
Je ne savais pas si on allait vider l'établissement, au contraire, si on allait déborder de demandes. Donc, j'étais vraiment dans l'expectative et dans l'optique d'une gestion de risque. Il se trouve que l'activité, effectivement, a chuté, mais en réalité, essentiellement dû au fait que nous avons dû renoncer aux chambres doubles. Pour éviter les contagions croisées entre les patients, on a reçu très rapidement des consignes et on avait même un peu pris les devants parce qu'on ne voulait pas exposer nos patients naturellement. Et donc, ça a occasionné effectivement une baisse de notre activité. Ce qui est paradoxal dans cette crise, c'est que certes, on a eu une baisse d'activité, on a baissé à peu près de 8% en termes de, si je compte le nombre de jours d'hospitalisation, mais en revanche, l'activité sur le terrain, elle était plus intense. Et pour deux raisons. D'abord, toute l'organisation de la logistique, c'est-à-dire qu'en SSR, tout le monde sait qu'on est sur du moyen séjour. Ça signifie que les familles, d'ordinaire, gèrent toute la logistique. Ce sont des choses toutes bêtes, hein, des petites choses de tous les jours, la gestion du linge, des affaires qu'on peut amener aux patients. Ça n'a l'air de rien, mais une fois qu'on a considéré qu'on restreignait les visites et que les familles ne pouvaient plus monter dans les chambres, bah, ça signifie que c'est le personnel qui devait faire les allers-retours toute la journée entre les familles qui apportaient des affaires et les soignants qui devaient les trier, les ranger, faire la part du linge sale, du linge propre, etc. Et ça n'a l'air de rien, mais en termes d'heures de travail, ça représente beaucoup, beaucoup d'efforts pour les soignants. Donc voilà, ça c'était le premier aspect, on va dire, qui a concouru à l'augmentation de l'intensité de l'effort. Et puis, quand on a créé notre secteur Covid, avec du personnel dédié, alors même si pour le coup, c'était un petit secteur, il n'empêche qu'en termes de consommation de ressources humaines, eh ben, c'était extrêmement chronophage. Et donc, en réalité, effectivement, on s'est retrouvé dans une gestion de la pénurie du personnel, alors même qu'on avait moins d'activité au sens du nombre de jours d'hospitalisation. Donc, nous, on avait eu une gestion. Bon, on a réussi globalement à bien s'en sortir. Pourquoi? Parce que les absences du personnel se sont relativement bien étalées dans le temps. Donc ça, déjà, on a évité ce que je craignais le plus, c'est-à-dire un pic d'absentéisme très fort. On a simplement demandé à des personnes de faire quelques heures en plus. Surtout, on a prolongé des contrats qui auraient dû s'arrêter. D'accord? Donc, des contrats de remplacement, des CDD. Et puis, les personnes sont rentrées d'arrêt maladie. Et du coup, on a simplement dû demander à ces CDD-là de rester, ce qui nous a permis de faire face. On n'a pas eu besoin d'avoir recours à d'autres dispositifs. Je dois vous dire qu'en termes de risques et de gestion des risques, c'était pas très confortable. Pourquoi? Parce que nous n'avons que 3,5 équivalents temps plein de médecins à la clinique. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y en a un qui a le Covid, j'ai perdu quasiment 33% de mon effectif médical. Et donc, je me préparais à faire appel à des sociétés de recrutement de médecins, un peu sur le modèle, bien sûr, de ce qu'a fait M. Noir. Par bonheur, on n'a pas eu de soucis, on n'a pas eu de problème là-dessus. On a eu un médecin qui s'est rendu compte a posteriori, quand son épouse a eu le Covid, qu'il avait été, lui, contaminé, mais il a été totalement asymptomatique. Ce qui fait que n'ayant aucun test et n'ayant aucune raison de le tester à ce moment-là, de toute façon, on ne risquait pas de le tester, eh bien, on s'est, quelque part là-dessus, on a eu un peu de chance, parce qu'on aurait perdu, comme je le disais, près du tiers de notre effectif médical. Et honnêtement, on n'est pas à l'abri, hein, même bien entendu au moment où on se parle, parce qu'on se prépare à la deuxième vague. C'est une réelle crainte que j'ai, puisque nous savons tous que les médecins intérimaires, entre guillemets, ou qui font des CDD, même s'ils ne passent pas par le modèle de l'intérim au sens propre du terme, on sait très bien que ces médecins-là sont extrêmement rares, déjà en temps normal, mais en période de Covid, c'est encore bien pire. Donc voilà, c'est vraiment le risque principal auquel nous sommes exposés. Et en tant que structure de taille moyenne, ce risque est très très fort. Très, très fort. Donc voilà, en somme, ce paradoxe entre moins d'activité mais plus
plus d'action, plus d'intensité dans l'effort de la part des soignants. Et encore une fois, je rejoins tout à fait M. Noir. On a mis en œuvre les 12 heures de manière anticipée. On avait fait un accord d'entreprise et voilà, on a un peu anticipé la mise en œuvre de cet accord d'entreprise qui nous a permis de réorganiser les plannings et d'optimiser les plannings, tout simplement, donc de venir faire autant avec moins de personnes, ce qui nous a permis un redéploiement plus facile. Voilà, donc tout mis bout à bout, on a réussi à s'en sortir en autarcie. Et voilà, donc de ce point de vue-là, je dirais qu'on s'en est plutôt bien sorti. Et alors, justement, vous me tendez la perche, ça tombe bien. Vous disiez, vous évoquiez tous les deux que vos collaborateurs se sont tout de suite, entre guillemets, adaptés, réorganisés, qu'ils ont fait le nécessaire, ils ont fait ce qu'il fallait pour que la crise puisse être absorbée dans les meilleures conditions qui soient, y compris, comme vous l'avez dit, Monsieur Noir, en changeant de service, en prévoyant les aménagements de planning qui ont été envisagés. À ce sujet, justement, en temps normal, on a tendance à beaucoup d'interventions des représentants du personnel qu'il est nécessaire de consulter, de solliciter, d'informer dès qu'on souhaite faire des modifications. Justement, Monsieur Ribert, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu quel rôle ils ont eu justement dans votre accompagnement, entre guillemets, de la gestion de la crise et comment ça a fait évoluer le climat social dans l'établissement? Est-ce que ça s'est bien passé? Alors, la réponse est oui. Et je rejoins totalement Monsieur Noir là-dessus. On a vraiment affaire à des personnels dont la mission, la vocation, c'est de venir soigner les gens. Et donc, ça s'est vraiment immédiatement ressenti dans les relations sociales. Alors forcément, dans ces périodes-là, et vous savez bien, Monsieur Audry, parce que je vous ai beaucoup sollicité, on rencontre constamment notre CSE. Je ne compte plus le nombre de convocations qu'on a dû faire. Parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut les solliciter. Bon, donc, elles ont toujours été hyper disponibles, d'abord, hyper disponibles, puisqu'on avait noté dans nos statuts du CSE, le règlement intérieur du CSE, qu'on pouvait susciter des réunions n'importe quand. On a beaucoup usé et abusé de part et d'autre, d'ailleurs, de cette capacité que nous avions. Elles ont toujours répondu présentes, elles ont toujours été extrêmement constructives, vraiment dans un équilibre entre les efforts qu'on a demandé au personnel et le service médical et paramédical que nous rendons aux patients. Donc vraiment là-dessus, voilà, ça a été extrêmement fluide. Je dois également dire que il a fallu, donc j'ai envisagé effectivement de recourir massivement aux heures supplémentaires. Encore une fois, je ne savais pas où on allait. Et j'ai sollicité là-dessus l'inspection du travail. Et puisqu'il faut d'abord demander l'inspection du travail pour pouvoir aller jusqu'à 60 heures sup dans la semaine. Et l'inspection du travail m'a donné son accord en 48 heures. Donc j'ai trouvé ça vraiment remarquable. Et j'ai vraiment trouvé les inspectrices, enfin l'inspectrice vraiment prenait le sujet également à bras-le-corps. Les délégués du personnel, bien sûr, dans ce cas-là, sont sollicités, puisque l'inspection du travail leur envoie la copie de l'accord qu'ils nous donnent, avec beaucoup de contreparties, bien évidemment, pour les salariés. Elles ont tout de suite accepté. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait de manière très fluide, très naturelle. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. On a naturellement dû remettre à jour notre document unique, notre cher document unique, puisque n'oublions pas que dans tout ça, il a fallu que, bien entendu, nous gérions sur le terrain la réalité sanitaire, mais puisqu'on est dans un club RH, je rappellerai qu'à aucun moment, on nous a exonéré de notre responsabilité pénale sur tout ce qui se passerait dans l'établissement. Ça signifie que quand on discute avec un juriste ou un avocat, il vous explique que l'inspection du travail peut quand même vous tomber dessus, éventuellement d'ailleurs à la demande de salariés, pour vérifier que tous les documents sont en ordre. Est-ce que, notamment le document unique, on sait que c'est un document maître, un document très important dans la vie de la DRH, et donc j'ai eu à cœur de faire au mieux pour tenir à jour ce document unique, le faire valider par le CSE, et je me suis attaché à toujours impliquer au maximum le CSE dans toutes les décisions, dans toutes les dispositions que l'on prenait. Et encore une fois, voilà, elles ont été extrêmement constructives
Voilà, vraiment un personnel de bonne volonté et c'était extrêmement appréciable effectivement de pouvoir avoir cette qualité de dialogue. Également du point de vue de l'implication des médecins, puisque forcément les médecins, je leur en ai demandé beaucoup, hein, ils sont essentiels avec l'équipe EOH pour donner leur avis sur les précautions qu'on doit prendre. Donc je les ai beaucoup sollicités, on a fait beaucoup de réunions. De la même manière, ils ont toujours répondu présents et on a vraiment eu un équilibre permanent entre les exigences que l'on doit au personnel et aux patients du point de vue de l'hygiène et les contraintes que ça pouvait poser. Donc voilà, encore une fois, comme dit M. Noir, tout le monde a tiré dans le même sens et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment important. D'accord. Alors, justement, Monsieur Noir, est-ce que de votre côté, ça a été la même chose malgré l'ampleur de l'épidémie qui était quelque peu différente de ce qu'a vécu M. Ribert, malgré la taille de l'établissement également et également le fait que vous soyez un établissement qui appartienne à un groupe où M. Ribert, c'est entre guillemets, pour le citer, ça a tiré dans le même sens. Alors, je pense qu'il y a une chose qui est importante à dire, c'est que les relations sociales ont toujours été excellentes à la clinique de l'Estrée. Cet établissement a été racheté par le groupe Védici qui est devenu Elsan en 2015. Et on avait essayé de conserver cet état d'esprit un peu familial malgré la taille de l'établissement. Je pense qu'on y était bien parvenu à tel point que finalement les gens ne se rendaient pas tellement compte qu'on faisait partie d'un groupe et conservait toujours l'image d'un établissement appartenant à une famille. Ça a été un des points après la crise où grâce au niveau d'intervention du groupe sur tout un tas de sujets, là, il y a eu une vraie création d'un sentiment d'appartenance au groupe. Mais donc, pas de problématique sociale particulière à l'Estrée, encore moins, j'allais dire, pendant cette crise. On a, nous aussi, beaucoup communiqué, à la fois de manière formelle et à la fois de manière informelle, sachant qu'on a à part la mise à jour du document unique, de la même manière, on n'a signé aucun accord d'entreprise, quel qu'il soit. On n'a pas été sollicité par l'inspection du travail, probablement parce qu'ils ont dû avoir peur de venir dans le cluster de l'Estrée, donc ils nous ont laissés tranquilles. Ce qui n'a pas été le cas dans un établissement du groupe qui était aussi très touché et pour lequel ils sont venus et où les choses se sont passées moyennement bien. Donc, le niveau d'intelligence que M. Ribert a pu avoir dans la relation avec l'inspection du travail n'a pas été partagé sur tout le territoire. Il y a eu quelques périodes de tension qui ont été exclusivement liées à la pénurie de matériel de protection au début de la crise. Et au-delà de la pénurie, à une problématique de message qui a été envoyée essentiellement sur les masques, puisqu'il faut se rappeler qu'en une semaine, le gouvernement nous a dit blanc et noir sur l'utilisation des masques chirurgicaux et des masques FFP2. Et ça a été extrêmement mal vécu par le personnel parce qu'ils avaient l'impression, alors qu'on suivait la doctrine nationale, que finalement on avait fait un retour en arrière et qu'on les protégeait peu ou pas. Donc il y a eu 2 services où ça a été particulièrement compliqué et où il a fallu aller faire de la pédagogie. Nous, on n'a pas du tout actionné évidemment le système de chômage partiel, parce que tout le monde était sur le pont, que l'ARS nous l'avait interdit de toute façon, pour être très clair, au cours d'une des premières conférences téléphoniques, ils avaient dit qu'il n'en était pas question en Île-de-France, et puis que le groupe ne souhaitait pas le mettre en place. Moi, je voudrais aussi dire un mot. On parle de RH et habituellement, on parle de RH plutôt salarié. Moi, je voudrais dire un mot quand même sur les médecins. Nous, avec une communauté médicale, donc à peu près 80 médecins, dont 5 seulement, ceux du SSR, sont des médecins salariés. Donc, ils sont tous libéraux. On n'a pas eu de problématique aiguë comme il y a pu en avoir en province sur les arrêts d'activité,
Parce que nous, notre activité, elle s'est par définition jamais arrêtée. Alors, d'abord à cause du Covid, et ensuite parce qu'on a des activités qui, justement, ne s'arrêtent jamais, la maternité, la chimio, la dialyse, le SSR. Et puis, on a ce service d'urgence, donc avec une activité forte, et des délestages du centre hospitalier de Saint-Denis, à la fois sur les urgences et sur la cancérologie. Donc, on a eu une baisse d'activité sur la chirurgie, mais qui n'a pas été aussi massive qu'elle a pu l'être ailleurs. Et globalement, pour ceux qui étaient dans leur service en action, il n'y avait pas de souci. Et pour les chirurgiens, il y a à peu près 3/4 des praticiens qui se sont engagés, souvent hors de leur spécialité médicale. Et ça a aussi été un bienfait des assurances parce que très rapidement, ils leur ont donné l'autorisation de pouvoir travailler dans d'autres spécialités. Et probablement qu'on aurait été en difficulté si on n'avait pas eu ces accords des assurances. Et tout ça a été entraîné par le président de CME et le directeur médical. Et donc, ça s'est fait là aussi, comme pour les infirmières ou les aides-soignantes ou les sages-femmes, sans beaucoup de discussion parce qu'ils ont considéré que c'était leur mission de soignants de venir prendre en charge ces patients. On le voit bien, tous ces mis en œuvre et c'est tourné dans une seule direction, lutter contre la première vague de l'épidémie. Justement, vous avez fait référence au CME, M. Ribert, moi faisais référence à l'inspection du travail. Qu'est-ce que vous avez eu comme accompagnement de la part des autorités publiques, même de la FHP Est-ce que vous en avez sollicité un? Quelle a été la réponse? J'ai pu comprendre que pour certains, ça s'était extrêmement bien passé. Est-ce que ça s'est avéré suffisant, efficace? Noir. Alors, nous, on a fait très peu appel à l'extérieur, on va dire, aux instances que vous pouvez citer, hormis évidemment l'ARS, qui, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment le souligner, en Ile-de-France, a eu un travail, une action qui a été extrêmement bénéfique. Je pense que ça a aussi particulièrement bien marché, et ça, c'est une leçon à retenir. Dans ce qu'on appelle plaine commune, c'est-à-dire l'ouest du département du 93, il y a eu vraiment une fluidité de fonctionnement entre les 4 établissements de cette partie géographique, parce que les directeurs, on se connaissait et que les médecins se connaissaient. Et que ça permet d'avoir une fluidité de fonctionnement qui, encore une fois, nous, on a eu, les malades sont arrivés par vague en 48 heures. Et on n'avait pas le temps de se connaître. Donc, le fait qu'on se connaisse avant, ça a été quand même quelque chose d'extrêmement positif. Après, je voudrais souligner aussi le travail qui a été fait par Elena Kissler, qui est la déléguée générale de la FHP Île-de-France, qui a fait un travail vraiment énorme de lien avec l'ARS, en étant en contact permanent et en passant, j'imagine, sa vie au siège de l'ARS. Elle nous a permis d'avoir des informations fiables, alors qu'on sait bien qu'en période de crise, c'est très compliqué d'avoir des informations fiables et que c'est le nerf de la guerre, parce que ça peut vite partir sur des rumeurs, sur des situations qui sont incontrôlables. Et donc ça, c'est un élément qui était important. Et puis la deuxième chose, c'est qu'elle a aussi su faire entendre notre voix, ce qui n'a pas été le cas partout dans toutes les régions. Et là, on a été associé, on va dire, au même niveau que le public ou la PHP, et c'était inédit dans l'histoire. Merci. Et vous, Monsieur Ribert, justement, comme vous êtes dans une région différente de celle de Monsieur Noir, est-ce que vous avez eu le même ressenti, le même appui des autorités, le même engagement? Alors, je dirais que l'ARS a été beaucoup plus discrète que ce que peut décrire Monsieur Noir. Néanmoins, je n'en ai pas souffert. Je dirais que dans l'établissement de ma taille, vous l'imaginez bien et vous le savez bien, Monsieur Olry, nous n'avons pas de juriste. Donc, ça signifie qu'il faut lire toutes les informations que l'on reçoit, et Dieu sait qu'on en a eu beaucoup. On a eu, bien sûr, l'ARS, on a eu la DGES, on a eu en son temps le ministère du Travail qui nous a fait ce joli petit cadeau avec toutes les mesures à mettre en œuvre, le fameux document de 17 pages. Et donc,
dans tout ça, la FHP venait également communiquer et, pour moi, m'a donné un coup de main absolument indispensable et formidable. Quelque part, à un moment donné, il y avait presque trop d'informations. Il fallait digérer une somme d'informations absolument considérable et avec souvent des zones d'ombre, des questions qu'on se pose parce qu'on voit bien que la plupart du temps, les notes les gens réfléchissent, hein, bien sûr, mais on voit bien qu'ils ne pensent pas forcément à tout ce qui peut se passer sur le terrain. Et la FHP là-dessus a été d'un secours réel parce que ça nous a permis d'avoir des réponses concrètes. Parce que quand on lit des textes, parfois on se pose des questions, on se dit mais là comment on fait? Parce que concrètement le texte ne répond pas. Donc moi je tiens vraiment à saluer et à remercier, je profite de l'occasion pour vraiment remercier l'ensemble de la FHP. Je crois qu'on a tous senti que l'ensemble de la FHP était sur le pont. J'ai envie de dire jour et nuit, le week-end, le 20h de la FHP, parfois il arrivait à 23h, on sentait bien que parce qu'il y avait plein d'infos à ingurgiter, qu'il fallait prendre le temps de la trier, de la rendre intelligible. Et les informations, effectivement, comme le disait M. Noir, je m'associe totalement à ce qu'il disait, les informations étaient fiables. Et notamment la FAQ que vous avez pu faire avec vous-même et avec Béatrice Frécon a été quelque chose de vraiment, vraiment déterminant pour nous. Ça m'a évité de passer des tonnes de coups de fil à des juristes ou vous ennuyer davantage au téléphone. Voilà. Donc, je dirais que là-dessus, tous les acteurs nous ont envoyé beaucoup d'informations. Maintenant, voilà, la FHP, je dirais chapeau vraiment à la FHP. Il y a eu un effort considérable qui a été fait, on l'a tous senti. Notre délégué régional également, Stéphanie Bécuve, a eu un rôle important. Et moi, je me suis senti soutenu. Voilà, pour faire simple, je me suis senti soutenu et je savais que je pouvais me tourner vers des gens qui avaient des réponses. Voilà. Donc ça, c'était vraiment important. Je vous remercie, mais on est entre guillemets là pour ça, comme vous le soulignez. Je voudrais revenir sur un point en particulier. Vous nous avez fait principalement part du fait que vous aviez adapté vos plannings, que vous aviez eu recours aux heures supplémentaires, que vous n'aviez pas utilisé le chômage partiel, soit parce que ce n'était pas nécessaire et que de toute façon, interdit d'y avoir recours. Parmi la palette de dispositifs que le gouvernement a proposé assez rapidement avec ses ordonnances, que ce soit lié aux baisses d'activité, puisque il y a eu les fameux accords sur les congés payés, les récupérations, le chômage partiel. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez souhaité que le gouvernement mette en œuvre en dehors du fameux décret qu'on attend toujours, qui vous permettait justement à 60 heures semaine? Ça, Monsieur Ribert, vous l'avez évoqué, vous êtes passé par votre inspecteur du travail, c'était beaucoup plus vite qu'à l'hôtel du Châtelet. Par exemple, Monsieur Noir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez souhaité que le gouvernement fasse qui ne... Alors, moi, je pense que tous les dispositifs qui ont été adoptés pendant cette période, elles étaient plus liées à protéger les entreprises dans le cas d'une perte d'activité, parce qu'on sait que l'économie s'est écroulée, s'est arrêtée du jour au lendemain, que pour des cas particuliers comme le nôtre, qui même au sein d'une activité complète était particulière, celui de surplus d'activité. Donc, bon, finalement, le souci, c'était effectivement la gestion de l'information et essayer de ne pas faire n'importe quoi juridiquement parce que, comme l'a dit M. Ribert, c'est nous qui sommes responsables et que, donc, voilà, malgré tout, même en situation de crise, il faut faire attention. Après, moi, je pense qu'au moment de la crise, prendre un certain nombre de mesures, c'était déjà trop tard. Et que globalement, la crise, elle a été plutôt le révélateur de l'impréparation de l'État. Et donc, autant je considère qu'on a une administration qui a été d'un très haut niveau et qui nous a vraiment aidés, autant je pense que la gestion politique de la crise, il y aurait beaucoup de choses à en dire. Alors, justement, on va revenir sur un des sujets qui a cristallisé l'attention pendant un certain temps, sur cette fameuse gestion des masques et des équipements de protection individuelle. Je vais commencer par M.
sanitaire. Est-ce que vous avez eu des difficultés dans l'approvisionnement de vos équipements de protection, et notamment des masques pendant la vague 1? Alors, juste avant de répondre à votre question, je vais me permettre de répondre à la question que vous avez posée à Monsieur Noir juste avant, vis-à-vis de ce que j'aurais attendu de l'État. Bien sûr. Alors, je vais reprendre encore une fois une des idées de Monsieur Noir. Moi, j'aurais quand même beaucoup aimé qu'il n'y ait pas cette polémique et cette tergiversation sur les masques. Parce que quand vous croisez des salariés qui vous expliquent qu'ils aimeraient beaucoup porter des masques, et que vous leur dites non, mais ça ne sert à rien parce que, entendez, la consigne qui nous est donnée, ça ne sert à rien. Et puis que finalement, un peu plus tard, le gouvernement nous vous dise si, il en faut absolument. Je trouve que ça, ce n'est pas digne d'un pays développé comme le nôtre. On aurait dû avoir une position claire en disant voilà, on n'en a peut-être pas suffisamment, on n'est effectivement pas bien préparé, le stock de masques n'est pas celui qu'on pensait, etc. OK, mais au moins qu'on nous dise ce qu'il en était. Je dirais quand même qu'il faut, c'est facile, enfin, je crois qu'on a tous l'habitude aussi de se plaindre des gens qui nous dirigent et c'est un peu le sport national français. Je crois aussi qu'à leur décharge, il faut quand même préciser qu'il y avait une certaine cacophonie du milieu scientifique. Je me souviens avoir lu un article dans lequel il était écrit que des études ont montré que le port du masque dans le cas des épidémies de grippe était contre-productif. Donc, il faut aussi, malheureusement, il faut aussi se mettre à la place, je crois, des gens qui nous dirigent et se dire, bon, finalement, à quel sein se vouer quand on a une telle cacophonie. Et je pense que les médecins ont perdu beaucoup de plumes du point de vue de leur crédibilité. Et les scientifiques également. Je ne reviendrai pas sur la polémique de certains professeurs de médecine, mais je pense que globalement, ils ont perdu des plumes dans leur crédibilité et que nous, au quotidien, on en a fait les frais. Voilà. Je pense qu'on aurait mieux fait de jouer un principe de précaution et je dois vous dire que nous, c'est quand même ce qu'on a fait en interne. On a préféré protéger nos salariés, on a préféré pêcher par excès que par défaut. Et donc, voilà, ça c'est le premier point, éviter la tergiversation. Et un autre point que j'ai apprécié du gouvernement, mais j'aurais aimé qu'ils aillent encore plus loin, moi je dois vous dire que j'ai quand même été soulagé quand j'ai appris que nous aurions la garantie du chiffre d'affaires Sécu. Encore une fois, moi je ne savais pas où on allait, hein. Demain, j'ai plus aucun médecin ou pour X raison, l'établissement est vide, je ne fais plus tourner l'établissement. Donc, nous, on est indépendants, hein, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, on n'est pas dans un groupe, donc on ne peut pas compter sur des jeux de vase communicants où un groupe va venir nous aider. Nous, s'il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous, hein. Donc, je dirais que j'ai vraiment été soulagé quand j'ai vu que le gouvernement prenait ces mesures de garantie de chiffre d'affaires Sécu. Je dois vous dire que j'aurais beaucoup aimé que le gouvernement fasse également pression sur les mutuelles pour que les mutuelles fassent vraiment leur part du travail et nous apportent une garantie pour les chambres individuelles. Je pense que tous les gens qui nous écoutent et tous les directeurs en particulier savent le poids, la proportion que représentent les chambres individuelles dans nos chiffres d'affaires. Si on n'avait pas ça, on serait mort depuis bien longtemps. Donc, je trouve que là-dessus, ça a été un petit peu le parent pauvre et j'aurais aimé que le gouvernement fasse davantage pression sur les mutuelles. Je n'ai pas eu le sentiment que ça a été le cas, sans être un spécialiste du sujet, mais en tout cas, j'en ai pas eu beaucoup d'écho. Donc voilà, c'était un point. Pour vous répondre plus précisément sur les masques, alors, nous, on a eu la chance d'avoir un pharmacien qui a été hyper précautionneux et qui a beaucoup anticipé les choses. Et fin décembre, il a passé une très grosse commande de masques, en plus au prix de l'époque, donc à un prix qui aujourd'hui nous semble dérisoire, on va dire. Et ce qui fait que nous avons pu piocher dans ce stock très très tôt afin de protéger nos soignants. Donc là-dessus, on n'a pas été vraiment concerné par cette pénurie, même si je dois bien l'avouer, le stock commençait à fondre et quand l'État a pris le relais avec ses livraisons de masques, j'étais quand même effectivement naturellement très soulagé parce qu'on ne pouvait pas tenir indéfiniment non plus, hein. Donc voilà. Je voudrais en faire une petite parenthèse. Donc ce pharmacien ne fait pas partie il n'est pas salarié de la clinique, hein, puisque je voulais juste dire que nous faisons partie des quelques établissements qui ont externalisé la pharmacie. Alors, le mouvement est venu tout simplement suite à cette magnifique réforme
qui nous impose des conditions de diplôme ou d'expérience pour les pharmaciens gérants dans les cliniques. Mon ancienne pharmacienne a démissionné et je me suis retrouvé dans l'impossibilité de trouver des candidats qui satisfaisaient ces conditions-là. Et je dois dire que je m'en étais ouvert auprès de la FHP, notamment auprès de la mine. Et je dois remercier la mine, même s'il n'est pas là. Je dois le remercier parce qu'il nous a donné d'excellents conseils qui nous ont guidés et qui nous ont vraiment aidés dans la démarche d'externaliser une pharmacie, ce qui ne va pas de soi, hein. Ce n'est pas quelque chose d'évident, mais je dois dire que ça fonctionne extrêmement bien et je crois que quand on choisit bien son partenaire, ça fonctionne. Alors, évidemment, pour un MCO, c'est difficile parce que nous, il faut laster, donc forcément, on ne va pas demander à une pharmacie de ville de faire laster. Voilà, mais je voulais juste partager cette petite expérience et voilà, il se trouve que ce pharmacien a parfaitement compris notre fonctionnement. Il a même anticipé, ce qui nous a permis effectivement de ne pas souffrir de pénurie de masques. Pour le reste, je dirais que sur les tabliers, les gants, on a senti le vent du boulet. À un moment donné, je me suis retrouvé avec une semaine de stock de tabliers. Je dois vous dire que j'ai quand même passé quelques moments un peu difficiles. On a fini par trouver des solutions. Donc tant mieux, mais c'est quand même pas passé loin. Et j'espère qu'on ne va pas être confronté à des problèmes de ce type-là pour la deuxième vague. Très rapidement, vous, Monsieur Gorcanoir, est-ce que vous avez eu des difficultés ou ça a pu bien se passer sur la vague 1 à ce niveau-là, sur l'approvisionnement des équipements de protection? Ça a été compliqué sur les 15 derniers jours du mois de mars. On a été quasiment tout le temps à 24 ou 48 heures de stock. Donc, c'est vraiment une situation qui est extrêmement inconfortable, surtout quand on a on est monté à 150 patients Covid. Donc, quand on n'est plus en capacité de fournir des éléments de protection aux soignants, c'est juridiquement et éthiquement un peu compliqué. C'est ce qui a, encore une fois, ce que j'avais expliqué, provoqué les remous les plus difficiles. Et encore une fois, ce que disait M. Ribert, c'est ce changement de pied du gouvernement et de la communication en une semaine nous a vraiment pas facilité les choses. Donc nous, on avait décidé de mettre tout le monde en masques chirurgicaux et puis début avril, on a même décidé de mettre tout le monde en masque FFP2, allant au-delà de la préconisation qui était les FFP2 que pour les actes respiratoires et invasifs, parce que la situation était plus tenable vu le nombre de patients Covid qu'on avait dans l'établissement. Et donc, sur les derniers jours du mois de mars, on a tous été extrêmement mobilisés pour essayer de trouver de la solution hydroalcoolique, mais ça, on en a trouvé assez rapidement par une de mes connaissances. Et puis, sur les masques, on a fait tous les marchés parallèles possibles. On a sollicité toutes les connaissances qu'on pouvait avoir en Chine ou ailleurs. Donc, on en a eu parfois à des prix sur les FFP2 qui étaient absolument scandaleux, mais de toute façon, on n'avait pas le choix, donc on les a achetés. Et puis, à partir du mois d'avril, le groupe a repris, on va dire, un fonctionnement qui était vraiment efficient et on n'a plus de soucis à partir de ce moment-là. Et on a recommencé à souffrir sur l'été sur les pyjamas à usage unique. Et on a pris la décision au bloc opératoire de repasser en pyjama tissé, ce qui pour moi était un retour en arrière de presque 20 ans et qui était totalement hors de l'histoire, mais on n'a pas eu le choix. Donc actuellement au bloc opératoire, toutes les équipes ont des pyjamas tissés. Et actuellement, pour ne pas revivre la même expérience, on surstocke sur absolument tous les dispositifs qui sont vitaux. On protège pour ne pas avoir de vol dans les locaux de la direction, donc qui sont devenus un vaste hangar de solutions hydroalcooliques et de masques, puisque c'est le seul endroit où il y a une alarme. Donc c'est là où, moi, mon bureau, il y a la moitié de l'espace où il y a des masques.
Mais bon, voilà, c'est absolument nécessaire. Et la dernière décision qu'on a prise, c'est dans un autre endroit qui est encore plus sécurisé, d'avoir maintenant en permanence, et on maintiendra cette décision, d'avoir 1 mois de stock sur tous les dispositifs vitaux en permanence. D'accord. Oui, donc vous avez un bureau qui s'est transformé en véritable coffre-fort. Je vais pas tourner la caméra, mais oui, il y en a partout. D'accord. Alors, justement, sur ce sujet, je vais laisser la parole quelques instants à M. Sarfati de la CAP. Alors, la CAP, c'est une entreprise que vous connaissez qui intervient notamment sur la fourniture de dispositifs et d'équipements médicaux. Pendant la première vague de la crise, nos intervenants l'ont souligné. L'un des points durs, ça a été la gestion et la fourniture des masques aux professionnels de santé notamment, les réquisitions de l'État, comme l'a présenté Monsieur Noir, des circuits parallèles d'approvisionnement. On a même entendu parler dans la presse de valises de billets sur des aéroports pour faire changer des avions de destination, n'est-ce pas? La situation est ensuite revenue à la normale au bout de quelques mois. Alors, Monsieur Sarfati, justement, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre déjà sur la première vague pour satisfaire vos clients? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez préparé et prévu pour la deuxième vague qui annonce ou, soyons un peu plus directs, qui est en train d'arriver? Oui. En fait, les problématiques sur la deuxième vague semblent ne pas être les mêmes pour le moment. Au regard des pénuries, il peut y avoir des pénuries d'approvisionnement. Moi, je voulais vous dire qu'on a vécu quand même des moments assez frustrants au regard du nombre de demandes et cris d'alarme d'établissements qui nous sollicitaient au quotidien. On était à 100, 150 mails par jour de sollicitations pour un approvisionnement, avec des pénuries conséquentes sur nos établissements. Bon, tout le monde connaît les problématiques qu'on a pu rencontrer suite aux différents décrets de réquisition du gouvernement, ce qui a pu créer une cacophonie énorme, sachant que même les fournisseurs n'arrivaient pas à s'y retrouver en termes d'interprétation de ces décrets, ce qui a ralenti excessivement le processus d'approvisionnement, ça il faut le savoir, et ce qui a amené aussi à la frilosité de certains distributeurs de ne pas importer de pays provenant des pays de l'Est ou de Chine, parce qu'il y avait une possibilité d'importer des produits, enfin des masques en l'occurrence, et la seule problématique, c'est qu'il y avait peur de se les faire réquisitionner à la douane. Donc, ça a été une frilosité de ces distributeurs. Alors, on a pu aussi se retourner, parce qu'on a pu constater l'émergence de sociétés inconnues qui ne pratiquaient pas du tout la vente de PNI de masques, qui se sont mis à émerger sur le marché. Bon, après, la problématique qu'on peut avoir dans ces cas-là, c'est que ça pose des problèmes d'homologation. Alors, effectivement, dans l'urgence, on peut ne pas faire attention aux homologations, sauf que on pouvait se retrouver confronté à des problématiques de typologie de masque où on vendait du type 2, type 2R, enfin on vendait du type 1 pour du type 2 ou du type 2R. Donc il fallait être sûr des canaux d'approvisionnement de ces sociétés et de la qualité de ces masques et de l'homologation aussi. C'est pour ça qu'on était en constante relation, soit avec la NSM, soit aussi avec les ARS, pour voir si les ARS pouvaient dépanner les établissements. Alors pendant la crise, il faut distinguer deux profils. Le sanitaire et le médico-social, c'est vrai que le médico-social n'a pas eu les mêmes difficultés que le sanitaire. Le sanitaire ayant l'habitude de commander plus souvent ce type de produit, on a pu constater le côté désemparé du secteur médico-social qui n'arrivait pas du tout à trouver de masques, si ce n'est par l'approvisionnement par les ARS. Voilà. Donc, je vous le disais, on a été fortement sollicité. Alors, comment on a fait pour pallier à cette problématique? On a traité au cas le cas chaque adhérent. Alors, c'est vrai que ça a été extrêmement compliqué, sans aucune mesure avec ce qu'ont vécu les établissements de santé ou les soignants en période Covid. Mais c'est vrai qu'il a fallu qu'on traite au cas le cas chaque demande d'adhérent en sollicitant les fournisseurs et les canaux qu'on connaissait, les sources d'approvisionnement qu'on connaissait, pour pouvoir satisfaire chacun de nos adhérents. Voilà. Donc, on a trouvé des solutions par ces biais-là. Bilan quotidien avec l'ensemble des fournisseurs et des acteurs du marché. Ça, c'était important sur l'état des stocks pour savoir vers qui on pouvait diriger nos adhérents. On a mis en place aussi des actions avec les industriels. Ça, je pense que vous en avez eu vent, notamment avec L'Oréal sur le gel hydroalcoolique qui a fourni nos établissements gratuitement
sur du gel hydroalcoolique. On a pu faire expédier par L'Oréal du gel hydroalcoolique. Bien heureusement, on avait, nous, un peu comme les groupements, des marchés d'engagement avec certains acteurs du marché, ce qui nous a permis un petit peu de sécuriser les stocks auprès de ces fournisseurs. Voilà. Sur l'ARS, je pense qu'elle était plus désemparée par le message qui était envoyé par le gouvernement de dire reportez-vous vers vos ARS pour être livrés de masques. Je pense que les ARS étaient un peu désemparés de ce côté-là, n'avaient pas les stocks nécessaires pour pouvoir contenter l'ensemble des établissements des régions. On parle des EPI, mais il faut parler aussi des ruptures et réquisitions des médicaments, notamment sur la partie MCO, comme le propofol, le midazolam, le curare. Alors là, il n'y a pas eu trop grosses difficultés à ma connaissance, si ce n'est certains établissements qui se sont vus livrer sur le propofol, par exemple, des boîtes venant directement de Chine, avec des notices en chinois, pas en français, ni en anglais. Donc, il y a eu certains établissements qui ont été livrés de propofol à cette époque-là. L'avantage, c'était la gratuité de ces produits. C'est vrai que quand vous les prenez au laboratoire directement, bah, vous les payez. L'État, par le biais de cette réquisition, a permis aux établissements de les avoir gratuitement. Voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'alerte et de tension notoire sur les médicaments, à notre connaissance, sur le futur et sur la deuxième vague. Pas d'alerte majeure sur les masques, parce que je pense que tous les acteurs du marché ont surstocké, ce qui fait qu'on se retrouve avec une multitude de milliards de masques un peu partout. Les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui sur les EPI sont les gants, effectivement, les gants vinyles, nitriles, les pyjamas à usage unique. Et effectivement, comme le disait M. Noir, on essaie de conseiller nos adhérents de se rediriger vers le tissé parce que au niveau des pyjamas, la situation ne va pas se détendre du tout. Et on voit émerger d'autres choses. Les blouses, ça a l'air de s'estomper un petit peu, surtout sur les surchaussures, les charlottes, où on repère des tensions. Alors, bien évidemment, sur la crise qui va arriver, ben on va fonctionner de la même manière. On est en train de solliciter et d'essayer d'anticiper avec tous nos fournisseurs pour essayer de bloquer un petit peu de stock en vue de la crise qui émerge à nouveau. Et on va opérer de la même manière qu'on a opéré pendant la première vague. Voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas, vous semblez l'avoir été. En tout cas, je vous remercie pour ces éclairages. On discutera de votre coffre-fort que vous avez peut-être sur le modèle de Monsieur Noir. On a aussi un petit coffre-fort. Voilà. Non, mais on a aussi un petit coffre-fort, effectivement. En espérant que voilà, il soit toujours plein et qu'on n'ait pas de problématique d'épuisement des stocks. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Tout à fait. J'espère. Je vous remercie, monsieur Sarfati, pour ces éclairages. Je vais passer très rapidement, entre guillemets, sur les dernières questions qu'on va commencer à envisager ce qui va se passer avec la deuxième vague qui commence à arriver sur le territoire en temps de transition. Est-ce que vous avez, vous avez vu Monsieur Noir et Monsieur Ribert, vous avez pu constater l'engouement des Français pour remercier les professionnels de santé. Vous pourriez rapidement nous décrire éventuellement ce que vous avez mis en place dans les établissements, autre que entre guillemets la prime Covid et éventuellement la prime PEPA. Vous évoquiez tous les deux un fort recours aux heures supplémentaires pour faire face à l'organisation de vos établissements, qui s'est faite entre guillemets différemment au regard de comment vous avez dû absorber l'épidémie de Covid. Est-ce que vous avez profité, par exemple, de l'été pour que les salariés puissent poser les récupérations qu'ils avaient acquis? Et j'en profiterai, la question va être un petit peu plus large et va reprendre celle d'une de nos participantes. Est-ce que vous pensez qu'il y a des dispositifs ou des leviers que vous aviez utilisés lors de la première vague, par exemple les heures supplémentaires, que vous allez mobiliser sur la vague 2? Monsieur Noir. Alors,
Pour nous, ce qui a été important, c'est d'essayer de prendre soin au maximum des équipes pour qu'elles tiennent le coup. Donc, pendant toute la période la plus aiguë, on a demandé aux kinés salariés du SSR qui étaient un peu désœuvrés de masser les équipes. Donc, il y a eu un très fort recours et ça a été beaucoup apprécié. Les psychologues ont fait également ce travail-là. On a 3 psychologues qui ont reçu les équipes parce qu'il y avait des charges mentales et des traumatismes qui étaient extrêmement fortes. Moi, j'étais persuadé qu'au mois de juin, on aurait une deuxième vague. Donc, le mois de mai, qui était un mois de reflux, on a essayé de le mettre à profit pour essayer que les équipes puissent repartir au mois de juin rechargées. Et donc, on a mis en place des groupes de parole avec un psychanalyste qui était spécialiste des situations de crise. Et donc, tous les services ont eu au moins un groupe de parole. Il y a eu, je crois, plus de 200 salariés qui en ont bénéficié, qui ont participé. Et ça a permis aussi que les gens posent leur valise de tout ce qu'ils avaient vécu de difficile pendant cette période. Et je pense que ça leur a été bénéfique. Sur l'été, évidemment, nous, on a gardé une veille et un service de médecine, mais qui était au sein des urgences, qui était vraiment restreint. Et donc, on a fait en sorte d'organiser les vacances de la manière, entre guillemets, la plus normale. Donc, les salariés ont pu prendre les vacances comme les années précédentes, ou quasiment. Et oui, pour répondre à la question, on va faire appel aux heures complémentaires et supplémentaires dans les mois qui viennent, parce que ce qu'on a vécu de positif sur la première vague, qui était l'aide massive des autres départements et des autres régions, on ne pourra pas en bénéficier cette fois-là, puisque tout le monde est touché de la même manière. Il va falloir qu'on se débrouille tout seul. Et on n'y arrivera que si on peut activer ce type de levier. Le principal levier, ça va être entre guillemets, le retour des heures supplémentaires. Et pour vous, Monsieur Ribert, justement, comment dirais-je, comment vous avez pu permettre à vos équipes de, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, recharger leur batterie avant l'arrivée potentielle de la vague 2? En fait, ça s'est fait assez naturellement. On a tout simplement, les équipes ont souhaité poser leurs vacances, j'ai envie de dire comme d'habitude. Et donc, voilà, on n'a pas eu de difficulté à leur accorder. On a eu suffisamment de personnes pour les remplacer. Donc là-dessus, ça s'est fait vraiment simplement. Vraiment simplement. Donc nous, les quelques heures supplémentaires, et on n'en a pas eu beaucoup, hein, on les a simplement payées, donc il n'y avait pas de récup. Donc voilà, j'ai jugé que c'était préférable de faire comme ça. Bon, pour ce qui est de la deuxième vague, bien entendu qu'on s'y prépare, d'abord psychologiquement, et ça je crois que dans tous les établissements de santé, je pense que c'est la même chose. Je pense que nous allons souffrir davantage au cours de cette deuxième vague qu'au cours de la première. En particulier, d'ores et déjà, nous souffrons d'une pénurie d'infirmières et d'aides-soignantes. À titre d'illustration, il faut savoir que l'une des IFSI de notre secteur, la promotion d'infirmières qui est sortie là au mois de juillet a été recrutée à hauteur de la moitié par un seul établissement. Parce que cet établissement souffre d'une pénurie considérable d'infirmières qui sont à domicile pour garder leurs enfants essentiellement. Donc, il me semble que si le gouvernement ne met pas en œuvre des solutions un peu sur le modèle de ce qui avait été fait dans les 2 premières vagues, pour permettre aux salariés de venir travailler, les gardes d'enfants soit à l'école, pourquoi pas, mais peut-être dans les centres aérés, peut-être des crèches pour les plus petits. En tout cas, s'il n'y a pas de solution qui est trouvée pour que nous puissions avoir nos salariés dans nos établissements, je suis extrêmement inquiet sur notre capacité à assurer notre travail. Alors évidemment, on va demander des heures sup, très bien, mais quand on fait travailler quelqu'un 60 heures, une semaine, 2 semaines, au bout de la 3e semaine, la personne va commencer à souffrir sacrément et je pense qu'on va les épuiser très rapidement et je crois qu'on est tous conscients du fait que ça ne pourra pas être l'alpha et l'oméga de la réponse
à cette deuxième vague. Et je me répète, mais je pense que la deuxième vague va être plus difficile à gérer que la première. Ouais, je suis quand même très inquiet. Justement, sur première vague, deuxième vague, est-ce que, comment dirais-je, quel est l'impact, selon vous, de l'implication du personnel en vague, lors de la première vague, qui a quand même été extrêmement mobilisé, qui s'est adapté et qui a réagi extrêmement rapidement avec le professionnalisme que l'on fait. Est-ce que vous pensez que sur la vague 2, ça peut être une mobilisation et une implication de la même ampleur? Et évidemment pas ici de l'implication des professionnels de santé, hein, c'est pas du tout. Mais voilà, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir peut-être une certaine mobilisation du personnel qui pourrait être amplifiée par justement des pénuries et aussi peut-être, on va pas se cacher, pardon, par un certain manque de suivi des consignes sanitaires du gouvernement. Je pense notamment à l'obligation de porter le masque dans certaines communes. Aujourd'hui, elle n'est pas complètement respectée. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Ribel? Pour vous répondre, je dirais qu'il y aura nécessairement un phénomène, il y a un double phénomène. Le premier phénomène, c'est qu'on n'est plus dans la découverte. Ça signifie que le personnel connaît les jalons, sait précisément comment ça se passe dans à peu près toutes les situations qu'on peut être amené à rencontrer. Là, je mets quand même de côté la situation dans laquelle j'ai mes médecins qui ont le Covid. Donc ça, ce sera encore l'inconnu. Pour le reste, au quotidien, elles savent les précautions, elles sont rodées. Bon, tout ça, OK. Ça, c'est un côté un peu rassurant, si je puis dire. L'autre côté, c'est que, ayant déjà vécu et ayant quand même souffert, bien entendu, même si elles ont été impressionnantes, comme je le disais, impressionnantes parce qu'il y a quelques hommes, je ne peux exclure qu'il y ait également un phénomène d'usure qui soit présent, et notamment dû au fait que, malheureusement, je risque fort cette fois-ci de leur demander davantage d'heures supplémentaires. Donc voilà, c'est une crainte. Maintenant, vous savez, je crois que ce genre de crise révèle qui nous sommes vraiment. Quand il s'agit de savoir si je vais rentrer dans une chambre ou pas, ça touche au plus profond de l'être humain. Et donc, je vous fais part d'une anticipation, peut-être d'une crainte, effectivement, mais pour autant, je crois qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise et elles nous ont étonnés par certains aspects. Et je pense qu'elles ne sont pas à l'abri de le faire une deuxième fois, même si notre travail, c'est de gérer le risque et de s'y préparer. Voilà. Très rapidement, pour vous, M. Ribert, avant de laisser M. Noir s'exprimer sur cette question, est-ce que vous pensez que le Ségur de la santé et le fait que on assiste en ce moment à des début, mais à une revalorisation salariale qui est quand même historique, puisqu'on parle d'augmentation de salaire de l'ordre de 10%, peu important qu'on considère qu'elle soit suffisante, qu'elle soit trop élevée ou pas suffisamment au regard de l'engagement de nos professionnels. Est-ce que vous pensez que ça peut influer pour éviter une éventuelle démobilisation en vague 2 ou pas du tout? Alors, je pense que la mobilisation n'est pas liée à l'argent. D'accord. Je pense que elles sont soignantes, elles sont hyper mobilisées de toute façon. Ce que ça va changer, d'abord, ça va changer quand même leur appréhension de leur salaire. C'est-à-dire que un peu moins facilement, au moins au début, elles nous diront on est vraiment trop mal payé. Maintenant, ça, nous savons que ça aura un temps. C'est une première réaction. Deuxième réaction, je pense que c'est quelque chose qui va évidemment dans le bon sens, dans la mesure où ça va redonner un peu plus d'attractivité au métier. Les IFSI ne font pas le plein en France aujourd'hui. Donc, on a des problèmes à venir sur l'attractivité du métier et il est évident que le salaire fait partie intégrante de l'attractivité de ces métiers. Donc, je pense que ça va vraiment dans le bon sens et que de ce point de vue-là, ça va nous aider bien naturellement. Alors, même question pour vous, Monsieur Noir. Quel a été l'impact, selon vous,
de l'impact, de l'implication du personnel en vague 1 sur la mobilisation de vos collaborateurs en vague 2. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Et puis justement, avec le Ségur de la santé qui est en train de se déployer, est-ce que vous pensez que ça peut avoir influé sur la mobilisation de vos salariés en ce moment? Alors, moi, j'ai aucune crainte sur la mobilisation des équipes. En dehors, en faisant abstraction du Ségur de la santé, parce que je suis du même avis que M. Ribert, c'est pas ça qui est le moteur. Je pense que l'ensemble des soignants a été extrêmement fier de ce qu'ils ont réalisé pendant cette période. Et il y a eu une reconnaissance de la nation qu'il n'y a jamais eu auparavant. Moi, j'ai actuellement pas de démission et peu d'abandon de poste pour partir en province, tel que je l'entends dire en Île-de-France. Donc, ma crainte, elle est effectivement qu'on tire sur la corde parce qu'on n'aura pas d'aide extérieure et qu'on va multiplier les heures supplémentaires, mais j'ai aucune crainte concernant l'implication des équipes. En revanche, j'ai une crainte sur l'implication des médecins libéraux et en particulier des chirurgiens qui, globalement, dans mon établissement, ont joué le jeu pour aller prendre des gardes en médecine Covid ou aller faire le MAO aux urgences et qui ont eu, faut le dire, aucune reconnaissance pécuniaire de la part du gouvernement. Moi, ma crainte, c'est que ces praticiens disent sur la deuxième vague, grosso modo, pourquoi je prendrais des risques alors que j'ai aucune reconnaissance et que ça ne changera pas grand-chose financièrement si je reste chez moi, à me protéger, à protéger ma famille. Or, on va en avoir besoin de manière très importante. Et donc, ma crainte sur les ressources humaines au sens large, elle est plutôt là. Sur le Ségur de la santé, évidemment, on ne peut pas critiquer une mesure d'une telle ampleur. C'est évident, ça va mettre du baume au cœur de tout le monde. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça soit l'alpha et l'oméga de l'implication et de la conscience professionnelle des soignants. Et donc, oui, c'est un plus qui est extrêmement favorable, mais qui, pour moi, n'aura pas d'incidence en période de crise. Je me permets de rappeler à nos participants et à nos spectateurs, qui sont quand même encore une quarantaine, et je vous en remercie. N'hésitez pas à poser vos questions, parce qu'on va bientôt conclure ce webinaire. Moi, justement, j'ai une dernière question, entre guillemets. Chacun d'entre vous, et je vais commencer par M. Noir, voilà, si vous aviez une proposition à formuler pour permettre aux établissements et aux professionnels de santé de mieux absorber qu'ils ne vont le faire la vague 2, quelle serait-elle? Alors, si j'avais une baguette magique plutôt qu'une proposition pour commencer, ça serait évidemment qu'on ait beaucoup plus de soignants parce que c'est le nerf de la guerre. Évidemment, et c'est important de le dire parce que c'est aussi une reconnaissance pour elles, alors je parle de elles, pardon, que de leur rôle fondamental. Sur la proposition, pour ce qui concerne moi, mon département, je pense qu'on ne s'en sortira, je parle du département, mais plus globalement de la région, je pense qu'on ne s'en sortira que par la coordination entre tous les établissements et par le fait qu'il n'y ait pas d'établissement qui soit noyé. Et je pense particulièrement à la Seine-Saint-Denis où on est déjà en difficulté et où on va l'être de manière, je pense, définitive aux alentours du 15 octobre et que chacun prenne sa part sur des parties de la région d'Île-de-France qui sont moins touchées. J'ai pas de doute que ça va se passer comme ça vu la manière dont s'est déroulée la première partie de la crise. Et je pense que c'est fondamental pour qu'on puisse fonctionner, qu'on puisse fonctionner sur du plus long terme, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. On a vécu une période aiguë de 2 mois pour la première partie de la crise. La deuxième partie, elle va durer tout l'hiver, sauf à ce qu'il y ait un vaccin qui arrive dans des délais records, mais je crois qu'il ne faut malheureusement pas trop y penser. Oui, tout à fait. L'INSERM a lancé une grande campagne aujourd'hui même
vous me tendez la perche pour justement avoir 25 000 volontaires pour participer aux premières campagnes de tests sur de futurs vaccins, sachant qu'effectivement, si certains pays ont annoncé d'ores et déjà avoir un vaccin, les prévisions les plus optimistes, effectivement, parlent d'un vaccin pour cet hiver. Alors, je poserai justement la même question à M. Ribert. Voilà, si vous aviez une proposition ou si vous pouviez, d'un coup de baguette magique, faire quelque chose pour que les salariés et les établissements absorbent mieux la vague 2, qu'est-ce que ce serait? Alors, en fait, j'ai déjà effectivement exprimé mon opinion là-dessus. Je crois qu'il est essentiel de pouvoir optimiser les ressources en soignants. Il me paraît totalement incroyable que des soignants dont on a éminemment besoin soient à domicile pour garder leurs enfants. Là-dessus, je crois que le gouvernement doit faire quelque chose. Il nous a déjà démontré qu'il savait être pragmatique en la matière et je pense qu'il doit recommencer absolument, absolument. Donc voilà, ça c'est vraiment fondamental. Ensuite, si j'avais une baguette magique, j'agirais davantage sur la santé publique. C'est-à-dire que je pense que nous allons subir dans nos établissements le non-respect des mesures barrières de cet été de la population française. Donc, je trouve que si d'un coup de baguette magique, je pouvais faire en sorte que chacun, dans son domaine privé, respecte les mesures barrières, n'aille plus au restaurant, ne fasse plus de mariage, etc., même si c'est un crève-cœur, hein, parce que bien entendu, les relations sociales font partie de la vie humaine, évidemment, à part entière. Je pense que ça éviterait la deuxième vague par son ampleur. Parce que c'est bien évidemment de parler des conséquences, de gérer les conséquences, hein, effectivement, il va falloir qu'on s'adapte. Mais je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue la cause. Et la cause, c'est quand même le comportement des uns et des autres. Et je crois que ça ramène à notre conscience en tant que citoyen. Je vois que nous n'avons plus de questions. En conclusion, je vais vous poser une question un peu ouverte à tous les deux. Monsieur Ribert, justement, vous demandez de répondre en premier. S'il y avait, vous l'avez déjà souligné, je pense qu'on connaît d'ores et déjà toute la réponse, mais s'il y avait un élément que vous deviez retenir du Covid-19, quel serait-il? Respect, respect et respect pour les équipes soignantes. Et vous, Monsieur Noir? Moi, c'est la formidable aventure humaine parce que beaucoup de gens ont mal vécu le confinement. Nous, on était sur le pont 24 heures sur 24, donc sur 400 collaborateurs sur à peu près 500. Tout le monde était là, personne n'a fait défection. Et dans une ambiance qui, une fois qu'on a eu dépassé les problématiques de pays, s'est faite vraiment dans un état d'esprit extrêmement positif. Donc oui, c'est aussi une manière de dire que j'ai une reconnaissance extrêmement forte pour l'ensemble des collaborateurs de l'établissement qui sont impliqués de manière extraordinaire. Et, sur ces quelques mots de félicitations du professionnalisme de vos équipes, je vais vous remercier pour vos interventions respectives. Je vois déjà des messages de remerciement de vos interventions. Je tenais à vous remercier, Monsieur Noir et Monsieur Ribert, d'avoir accepté d'être présents aujourd'hui et à ce premier webinaire. J'espère que les échanges ont été intéressants. J'espère que nos 38 spectateurs qui sont encore parmi nous ont également apprécié ces échanges et vos retours d'expérience sur la crise Covid. Et avant de vous souhaiter une agréable soirée, le cas échéant de vous laisser aller suivre la conférence de presse de M. Véran à l'instant, qui ne va pas tarder, je vous invite à vous inscrire pour les 2 prochains webinaires. Le prochain aura lieu le 15 octobre à la même heure, à 16h30. Sera animé par Maître Valérie Antoine Mattei, Maître Morand, qui reviendront sur
l'organisation du travail et la sécurité au travail à l'aune de la crise du Covid-19. Je vous remercie, messieurs, pour votre participation. Je remercie également Laurence pour la modération du chat, ainsi que Marie pour la partie technique et qui a permis que ce webinaire se déroule dans de très bonnes conditions. Et je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite une agréable fin de journée. À vous de même. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci.